À une porte d'aéroport très fréquentée, une hôtesse de l'air humilia une adolescente noire devant des dizaines de passagers, l'accusant d'être au mauvais endroit. La fille ne dit rien. Pas d'argument, pas de cri. Juste un appel téléphonique silencieux. En quelques heures, la sécurité envahit les portes. Les vols furent annulés. Les dirigeants paniquèrent derrière des portes closes. Et à la fin de la journée, l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays s'effondrait complètement. Comment un seul instant a-t-il détruit un empire entier? La vérité derrière ce qui s'est passé vous laissera sans voix. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. L'aéroport était rempli de l'agitation habituelle des gens traînant leurs valises, des annonces résonnant dans les haut-parleurs et de l'odeur de café provenant d'un café à proximité. À la porte 42, une jeune fille noire nommée Belle Jenkins se tenait tranquillement sur le côté, tenant son sac à dos contre sa poitrine. Elle portait un hoodie bleu délavé, un jean noir et de vieilles baskets qui grinçaient légèrement lorsqu'elle bougeait. Ses grands yeux bruns se tournaient nerveusement entre le tableau des départs et le billet papier qu'elle tenait fermement dans sa main. Belle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle resta près de la zone de siège, veillant à ne gêner personne. La ligne de première classe était à quelques pieds, délimitée proprement, remplie d'hommes d'affaires en costume et de voyageurs avec des bagages coûteux. Elle savait qu'elle ne devait pas embarquer tout de suite, mais elle ne voulait pas se tenir trop loin et manquer l'annonce. La foule se mouvait comme une rivière agitée, mais soudain, une voix perça tout. « Et toi » cria une femme. Les têtes se tournèrent. La conversation s'arrêta en plein milieu. Une hôtesse de l'air en uniforme bleu marine, avec un badge portant le nom de Colin Brigg, s'avança vers Belle, ses chaussures polies claquant bruyamment sur le sol. « Tu ne peux pas te tenir ici » aboya Colin, agitant son carnet de notes vers Belle comme si c'était une arme. « Cette zone est réservée à la première classe. L'économie, c'est là-bas, avec les autres. » Elle le dit suffisamment fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. Belle se figea, les joues rouges de honte. Elle ne se tenait pas dans la ligne de première classe. Elle était encore à quelques pieds de là, sans déranger personne. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais Colin n'avait pas terminé. « Montre-moi ton billet » lança-t-elle, « ou je ferai appel à la sécurité pour te faire sortir. » Les mains de Belle tremblaient légèrement. Elle détestait faire des scènes. Elle détestait être fixée du regard. Les gens autour d'elle se déplaçaient mal à l'aise, certains prétendant faire défiler leur téléphone, d'autres jetant des regards furtifs sur la scène qui se déroulait. Personne ne dit rien. Pas une seule voix ne se leva pour la défendre. Belle prit une inspiration lente et fouilla dans la poche de son hoodie. Mais au lieu de sortir son billet, elle sortit un petit téléphone à clapet. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle appuyait sur un seul bouton. Le téléphone sonna une fois, puis encore. À la troisième sonnerie, une voix masculine calme répondit. « Ça recommence » dit Belle d'une voix basse. C'était tout. Elle raccrocha sans un mot. Colin croisa les bras et sourit comme si elle avait gagné quelque chose. « C'est ce que je pensais » murmura-t-elle sous son souffle, assez fort pour que les passagers des premières rangées l'entendent. Un homme d'affaires à proximité, un certain Grant Peters, leva les yeux de son ordinateur portable et fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Une femme d'âge moyen, Janice Monroe, assise près de la fenêtre, mordillait sa lèvre nerveusement sans bouger. Belle restait immobile, son cœur battant la chamade dans ses oreilles. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle regardait juste ses baskets usées, se forçant à rester calme. Colin secoua la tête avec dégoût et se détourna, pensant que le problème était réglé. Mais ce qu'elle ignorait, ce que personne autour d'eux ne savait, c'est que l'appel téléphonique discret de Belle avait déjà lancé quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pourrait arrêter. Quelque chose qui non seulement changerait sa vie, mais ferait tomber toute la compagnie aérienne avant même que quelqu'un n'embarque dans l'avion. Un lourd silence flottait autour de la zone de la porte après le départ de Colin Brigg, mais il ne dura pas longtemps. En quelques minutes, une perturbation près de l'entrée de la sécurité attira l'attention de tous. Deux hommes en costume noir, se déplaçant avec un but évident, poussèrent à travers la foule. Derrière eux, une grande femme en costume de pantalon gris foncé suivait, son expression dure et indéchiffrable. Les trois se dirigèrent rapidement vers la porte 42. Les passagers se poussèrent instinctivement sur le côté, sentant qu'il se passait quelque chose de sérieux. Colin les aperçut approcher et redressa son dos,
lissant son uniforme avec des mains nerveuses. Elle afficha son sourire le plus professionnel, prête à expliquer comment elle avait géré la situation. La grande femme s'arrêta directement devant Belle Jenkins. Son badge, soigneusement épinglé à son blazer, portait le nom de Camilla Rhodes, vice-présidente de l'expérience client. Sans même regarder Colin, elle se pencha légèrement vers Belle, sa voix basse mais ferme. « Mademoiselle Jenkins, ça va ?» Belle hocha silencieusement la tête, la gorge trop nouée pour parler. Camilla posa une main stable sur l'épaule de Belle et se tourna brusquement vers l'hôtesse de l'air. « Mademoiselle Brigg, dit-elle, sa voix tranchant l'air tendu, veuillez vous écarter immédiatement. » Le visage de Colin devint un peu plus pâle, mais elle obéit, la confusion se lisant sur son visage. Elle tenta de parler, mais les mots moururent dans sa bouche lorsqu'elle aperçut les deux hommes en costume noir flanquant Camilla. L'un d'eux tenait un dossier en cuir avec le logo de la compagnie aérienne embossé en or. Les passagers assis à proximité se penchèrent, prétendant ne pas regarder, mais leur regard curieux en disait long. Grant Peters ferma son ordinateur portable. Janice Monroe serra fermement son sac à main, sentant que quelque chose de bien plus important se passait. Camilla prit la parole à nouveau, cette fois s'adressant à l'ensemble de la zone de la porte. Il y a eu un malentendu. Je m'excuse au nom de la compagnie aérienne pour tout mauvais traitement qu'un de nos passagers aurait pu subir. Des mesures seront prises immédiatement. Ces mots étaient calmes, mais la tension autour de sa bouche trahissait sa colère. Colin ouvrit la bouche pour protester, mais Camilla leva la main, tranchant dans l'air. Ça suffit. Des agents de sécurité s'approchèrent sur le côté, parlant discrètement à Colin. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'on lui demandait de les suivre. Elle regarda autour d'elle désespérément, mais personne ne vint la défendre. La foule, qui avait ignoré l'humiliation de Belle, la regarda maintenant en silence, leurs expressions froides et pleines de jugement. Tandis qu'on emmenait Colin, Belle resta immobile, sentant le regard des passagers, mais aussi un autre sentiment, un lent et stable changement dans l'air autour d'elle. Pour la première fois de la journée, elle ne se sentait plus invisible. Camilla se pencha légèrement vers Belle, parlant de sorte que seule Belle l'entende. « Tu n'es pas seule dans cette situation. Reste forte encore un peu. » Belle hocha la tête, serrant son sac à dos encore plus fort. Elle ne comprenait pas encore totalement ce qui se passait, mais elle savait que l'appel qu'elle avait passé avait lancé quelque chose de puissant. Et ce qui allait arriver dépasserait largement un simple vol, une simple porte ou même un simple employé. Les murs autour de la compagnie aérienne allaient se fissurer. Et personne, même pas ceux tout en haut, ne pourrait l'arrêter. Dans l'heure qui suivit, l'incident à la porte 42 se répandit dans l'aéroport comme un feu de forêt. Les travailleurs murmuraient près des stands de café. Les voyageurs vérifiaient leur téléphone plus souvent, et même certains membres d'équipage de vol suspendirent leur conversation en jetant un regard vers l'agitation. Mais dans le bureau des opérations, au 3e étage du terminal, la situation était déjà passée des murmures aux alarmes. Derrière une longue paroi vitrée, un homme petit et trapu nommé Douglas Reeves, responsable des opérations de sécurité de la compagnie aérienne, faisait les 100 pas en hurlant dans son casque. « Qui a autorisé l'équipe exécutive à s'approcher d'un passager sans autorisation ?» grogna-t-il. Son front brillait de sueur malgré la climatisation. De l'autre côté de la pièce, son assistante leva la main pour attirer son attention. « Tu dois voir ça », dit-elle, sa voix tendue. Douglas se précipita vers son bureau, la frustration bouillonnant sous la surface. Sur l'écran, une vidéo en direct d'une plateforme de médias sociaux montrait Colin Brigg en train de crier sur Belle Jenkins. Pire encore, la vidéo gagnait déjà des milliers de vues par minute. Des commentaires inondaient l'écran, en colère et dégoûtés. Certains posts demandaient des boycotts, d'autres taguaient des stations de nouvelles. Quelques-uns pointaient la manière troublante dont personne n'était venu en aide à la jeune fille jusqu'à l'arrivée des dirigeants. Douglas sentit son estomac se tordre. Ce n'était plus une simple dispute à la porte. C'était un véritable cauchemar pour les relations publiques, qui grossissaient à chaque seconde. Il attrapa son téléphone et passa un appel, ses doigts tapotant rapidement contre le bureau. « Passez-moi Brian Holt » ordonna-t-il. Brian était le PDG de la compagnie aérienne et détestait être dérangé. Mais cette fois, Douglas n'avait pas le choix. Le problème n'était plus assez petit pour être caché sous un rapport ou réglé avec un billet gratuit. Cela pourrait les détruire si cela n'était pas géré immédiatement. Pendant ce temps, à la porte, Belle était assise tranquillement dans une petite pièce privée près de la zone d'embarquement. Camilla Rhodes l'avait personnellement conduite là,
loin des escaliers et des conversations murmurées. Une femme gentille de la relation passager, nommée Deborah Lane, lui donna une bouteille d'eau et parla doucement. « Nous gérons ça, ma chérie. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Belle hocha la tête, mais ne dit rien. Elle n'avait plus peur, mais elle n'était pas réconfortée. Elle savait que l'appel qu'elle avait passé n'était pas simplement pour signaler un mauvais traitement. Il avait atteint quelqu'un de bien plus grand, quelqu'un dont l'influence pouvait secouer bien plus que quelques employés. Tandis que Deborah parlait à voix basse à Camilla dans le coin de la pièce, Belle fixait la petite fenêtre qui donnait sur la piste. Les avions s'alignaient, l'un après l'autre, leurs moteurs rugissant, leurs pneus crissant contre le béton. C'était étrange de voir que la vie à l'extérieur continuait d'avancer, sans se douter qu'à l'intérieur de ces murs, quelque chose était en train de se briser. Au loin, dans une tour de verre qui surplombait la ligne d'horizon de la ville, un téléphone privé vibra sur un grand bureau en bois. L'homme qui le prit, Leonard Walsh, ne travaillait pas pour la compagnie aérienne. Il en détenait une partie. Et quand il vit le nom s'afficher sur l'écran, son visage se ferma. Il répondit à l'appel d'une voix sombre. « Je sais, » dit Léonard avant même que l'appelant ne parle. « J'ai vu la vidéo. Appuyez sur le bouton d'urgence aujourd'hui. » De l'autre côté de l'aéroport, dans des réunions secrètes et des appels téléphoniques discrets, des plans qui avaient été cachés pendant des années commencèrent à bouger. Et tout cela à cause d'une jeune fille en soie usée qui avait passé un appel silencieux. Un appel qui portait le poids nécessaire pour faire tomber des géants. Au terminal, les passagers commençaient à s'agiter, leur vol retardé sans explication claire. Les annonces au-dessus de leur tête devenaient moins fréquentes et plus prudentes. Les agents de porte murmuraient d'urgence dans leur radio. Le rythme habituel de l'aéroport avait changé en quelque chose de plus lourd, de plus tendu, comme si les murs eux-mêmes ressentaient que quelque chose était en train de s'effondrer de l'intérieur. Dans la salle privée, Belle Jenkins restait assise, les mains serrées dans son giron. Elle n'avait demandé aucun traitement spécial, mais maintenant, les gens semblaient marcher sur des œufs autour d'elle, comme si elle portait quelque chose de fragile et dangereux à la fois. Camilla Rhodes était restée près d'elle, sa posture rigide, son téléphone vibrant presque sans cesse. Elle le vérifiait, son froncement de sourcils se creusant avec chaque nouveau message. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme en costume noir entra. Son badge indiquait Gareth Moore, directeur des opérations régionales. Il portait un dossier en cuir sous le bras et affichait une expression qui tentait de rester calme, mais échouait. Gareth salua Belle d'un signe de tête avant d'emmener Camilla à l'écart pour une conversation discrète. Belle écouta sans prêter attention, attrapant des bribes de phrases. Des mots comme confinement, mesures d'urgence et réunion du conseil flottaient dans l'air comme des particules de poussière. Ce qui se passait était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Gareth se tourna vers Belle et se racla la gorge. « Mademoiselle Jenkins, » commença-t-il prudemment, « nous tenons à nous excuser personnellement pour ce que vous avez vécu. Sachez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rectifier la situation. » Belle le regarda dans les yeux avec calme, sans répondre. Elle n'avait pas besoin d'excuses faites de mots nerveux. Elle n'avait pas besoin d'eau en bouteille ou de sourires gentils après que le mal ait été fait. Gareth se sentit mal à l'aise. « Accepteriez-vous que nous vous installions dans une suite privée pendant que nous gérons quelques affaires urgentes ?» demanda-t-il. Belle haussait les épaules, indifférente. Elle se leva lentement, jetant son sac sur son épaule. Alors qu'elle les suivait dans un couloir étroit, elle remarqua que des employés se déplaçaient rapidement autour d'eux, certains avec la peur sur le visage, d'autres chuchotant dans des oreillettes. Plus ils se rapprochaient du salon exécutif, plus il devenait évident que ce n'était pas une situation ordinaire. Pendant ce temps, dans l'aile administrative restreinte de l'aéroport, le chaos déferlait dans chaque bureau. Les téléphones sonnaient sans cesse. Les avocats griffonnaient des notes furieuses. Quelqu'un imprimait des pages de capture d'écran des plateformes de médias sociaux, entassant les preuves que l'histoire avait déjà atteint les grands médias. Au centre de la tempête, le PDG Brian Holt frappa du poing sur la table, fixant l'équipe assemblée devant lui. Sa voix était basse, mais assez froide pour faire frémir la pièce. « Je veux les noms de tous ceux qui sont impliqués. Je veux une liste de tous les cadres qui ont échoué à signaler cela en haut de la hiérarchie. Et je veux une évaluation complète des risques. Pas demain, pas dans une heure, mais maintenant. » Un cadre nommé Peter Collins, responsable des affaires publiques, se contracta nerveusement dans son fauteuil. « Brian, » dit-il avec précaution, « il y a quelque chose que vous devriez savoir.
Brian serra la mâchoire. Alors dites-le-moi maintenant. Peter avala difficilement. La fille, ce n'est pas juste une passagère quelconque. Le silence s'abattit sur la pièce. Eleanor Jenkins, dit-il. Le même nom qui avait appartenu à l'une des fondatrices de la compagnie aérienne. La même Eleanor qui, après sa retraite, détenait discrètement des actions de contrôle à travers des sociétés écrans. Une femme dont l'influence s'étendait bien plus loin que quiconque n'osait l'admettre. Brian Holt fixa Peter, les poings serrés. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas un scandale qu'il pouvait enterrer avec une déclaration ou des excuses. C'était personnel pour quelqu'un d'assez puissant pour les anéantir d'un seul coup de fil. Et vu la vitesse avec laquelle la situation évoluait, cet ordre avait déjà été donné. Le couloir menant à la suite exécutive était presque vide, mais à chaque pas, Bell sentait des regards suivre son passage. Des employés tentaient de paraître occupés, feignant de vérifier des papiers ou de taper des messages, mais leur regard était perçant, volant des morceaux du désastre en cours à chaque clignement. Camilla Rhodes marchait juste derrière elle, sa posture tendue, son téléphone pressé contre sa main comme si elle attendait la prochaine explosion. Gareth Moore menait le chemin, marchant plus vite qu'il n'était nécessaire, comme s'il cherchait à sortir de la vue publique avant que les choses ne s'aggravent. Lorsqu'ils atteignirent la suite, Gareth ouvrit la porte en verre épaisse et fit signe à Bell d'entrer. La pièce était loin du chaos bruyant à l'extérieur. Un épais tapis absorbait le bruit des pas. Les murs étaient garnis de meubles élégants et coûteux dans des couleurs douces, censés calmer les invités importants. Une grande fenêtre s'étendait sur un côté, offrant une vue dégagée sur les avions qui roulaient lentement sur la piste, leurs mouvements réguliers et indifférents à la tempête qui se préparait à l'intérieur du terminal. Bell s'assit doucement sur le bord d'un canapé en cuir, son sac à dos toujours contre sa poitrine. Elle regarda à travers la fenêtre, feignant de ne pas remarquer que Camilla chuchotait urgemment dans le coin de la pièce avec une autre cadre qui venait de rentrer. Une femme mince nommée Clarissa Doyle. Clarissa portait une jupe et une veste noire impeccable, ses cheveux courts et blonds soigneusement épinglés. Son visage était tendu, ses mots rapides et coupants. Bell ne pouvait attraper que des morceaux de leur conversation, mais le ton en disait long. Il ne préparait plus une solution rapide. Il se préparait à l'impact. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Leonard Walsh se penchait dans son fauteuil de bureau, observant plusieurs flux d'actualité sur les écrans alignés contre un mur. Son bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des ordinateurs et du tic-tac d'une horloge lourde. Les rapports sur un incident impliquant une mineure et le personnel de la compagnie aérienne clignotaient sans cesse, devenant plus incisifs à chaque minute. Des groupes de protestation avaient déjà pris l'histoire. Des influenceurs et des célébrités commençaient à en parler. Des cabinets d'avocats publiaient des numéros de téléphone encourageant les témoins à se manifester. Le téléphone de Léonard vibra sur le bureau. Il le prit sans regarder l'identifiant de l'appelant. « C'est fait », dit-il calmement dans le récepteur. « Nous retirons les financements immédiatement. Terminons les négociations de fusion en cours. Fuite des audits internes si nécessaire. Ils ont caché trop de choses pendant trop longtemps. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Puis il prit un dossier épais marqué privé et le plaça soigneusement dans une mallette. Des années de silence se terminaient aujourd'hui. Ce n'était pas juste à propos de Bell. C'était à propos de toutes les plaintes ignorées, de tous les incidents étouffés, de toutes les décisions prises pour protéger l'entreprise plutôt que les personnes qui lui faisaient confiance. Et maintenant, il n'y aurait plus personne pour les couvrir. De retour à l'aéroport, Camilla s'avança vers Bell, un sourire mince étiré sur son visage. « Mademoiselle Jenkins, puis-je vous offrir quelque chose? De l'eau, à manger, un autre vol? Nous avons une salle privée prête si vous préférez. » Bell secoua lentement la tête. Sa voix, lorsqu'elle parla, était basse mais stable. « Je vais attendre ici. » Ces mots, aussi simples soient-ils, semblaient plus lourds que tout ce qu'il y avait dans la pièce. Camilla hésita, puis hocha la tête et se recula, lui laissant de l'espace. Aux portes d'embarquement, le chaos resserrait son emprise. 2 grands vols furent annulés sans préavis. Les rumeurs se répandirent rapidement. On parlait d'enquête, de suspension, même de l'éventualité que la compagnie aérienne ferme certaines opérations. Dans un café à proximité, Grant Peters faisait défiler son téléphone, les yeux écarquillés devant les mises à jour en direct des nouvelles.
Janice Monroe était assise en face de lui, son café intact, son visage pâle. « Ce n'est pas juste un retard de vol, » dit Janice, la voix légèrement tremblante. « Ça semble plus grand, comme si quelque chose se brisait. » Grant hocha lentement la tête, incapable de détourner son regard de son écran où des titres en gras clignotaient. Grande compagnie aérienne sous pression après un incident viral. Des sources internes annoncent un bouleversement exécutif. Les actionnaires exigent une réunion d'urgence. Les passagers ne le savaient pas encore, mais leurs billets ne serviraient bientôt plus à rien. Leur vol ne décollerait jamais. Leurs points de fidélité, leurs adhésions platines, tous les avantages qu'ils avaient accumulés ne vaudraient plus rien. Parce que quelque part dans les salles de guerre silencieuses au-dessus du terminal, les personnes en charge ne pensaient plus aux clients. Elles pensaient à leur survie. Et pour la première fois, la survie pourrait ne pas être possible. L'aéroport, autrefois un lieu de rythme régulier et d'opérations fluides, semblait maintenant s'enfoncer dans le quicksand. Les agents de sécurité se déplaçaient rapidement dans les couloirs, chuchotant dans leurs radios et bloquant des zones sans explication. Les membres du personnel en costume sur mesure se précipitaient entre les terminaux, les visages tendus, chacun espérant ne pas être le prochain à être appelé dans un bureau et interrogé. Le chaos grandissait, non pas dans le bruit, mais dans ce silence épais qui pesait sur tout le monde. Dans la suite exécutive, Belle Jenkins était toujours assise calmement sur le canapé, son sac à dos maintenant posé à côté d'elle. Elle regardait les nuages changer dehors, à travers les grandes fenêtres. Elle ne sursauta pas lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois permettant à un groupe d'hommes et de femmes importants d'entrer. L'un d'eux était Russell Danton, le vice-président des affaires juridiques de la compagnie aérienne. Son costume gris était froissé au niveau des manches, ses cheveux éparpillés, comme s'il s'était trop souvent passé la main dans les cheveux. Derrière lui se trouvait Monica Reyes, la directrice de la communication, tenant une tablette pleine de notes qu'elle n'arrivait même pas à organiser. Camilla Rhodes se tenait plus droite lorsqu'ils entrèrent, la mâchoire tendue, son visage serré. « Ils sont là, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Belle. Russell s'avança, forçant un sourire crispé sur son visage. « Mademoiselle Jenkins, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Nous aimerions vous présenter officiellement nos plus profondes excuses pour l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui. Cela ne reflète pas les valeurs de notre compagnie. » Belle ne répondit pas. Elle le regarda simplement, les yeux trop fatigués pour être impressionnés par de belles paroles. Russell s'éclaircit la gorge. « Nous sommes prêts à vous offrir une compensation, remboursement total, bon de voyage pour le futur, une lettre d'excuse privée signée par le conseil d'administration de la compagnie. » Belle leva lentement la main, l'interrompant sans dire un mot. La pièce se figea. Même le bourdonnement de la climatisation sembla disparaître dans un silence total. « Vous croyez que tout ça concerne un vol gratuit ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Russell pâlit. Monica Reyes se tortilla nerveusement, serrant sa tablette contre sa poitrine. Personne n'osa répondre. Belle se leva lentement, sa petite silhouette n'atteignant à peine l'épaule de Russell, mais elle semblait pourtant plus grande que quiconque dans la pièce. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est sur le point d'arriver, » dit-elle calmement. Un coup frappa à la porte avant que quiconque puisse répondre. Un assistant nerveux passa la tête, tenant une tablette entre ses mains tremblantes. « Monsieur, vous devez voir ça, » dit-il en tendant l'appareil vers Russell. Russell attrapa la tablette et ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'il défilait l'écran. Monica se pencha pour lire et porta aussitôt la main à sa bouche. En lettres grasses, les titres s'étalaient. Fuite de documents. Révélation sur l'historique de plaintes pour discrimination dissimulée par la compagnie aérienne, enquête fédérale ouverte sur les pratiques d'embauche, à retrait du soutien des principaux actionnaires en pleine tourmente. Des captures d'écran de mémos internes s'affichaient sur la tablette. Des mémos prouvant que des plaintes comme celle de Belle n'étaient pas isolées, mais faisaient partie d'un système. Un système où les employés étaient formés pour détourner le regard ou étouffer les affaires avant qu'elles ne deviennent trop visibles. Camilla jeta un coup d'œil à Belle, la réalisation lui glaçant les os. Ce n'était pas seulement une jeune femme criée dessus par un agent à la porte d'embarquement. C'était l'effondrement de tout ce que la compagnie avait bâti sur des fondations pourries sous leurs pieds. Garrett Moore, toujours tapi dans un coin de la pièce, trouva enfin sa voix. « Qui a fait fuiter ça ?» chuchota-t-il d'une voix rauque. Monica répondit sans lever les yeux. « Ça n'a plus d'importance. Il est trop tard. » À l'autre bout de la ville,
Dans une salle de conférence luxueuse avec de longues tables en acajou poli et des chaises argentées étincelantes, Leonard Walsh était assis calmement, tandis qu'une douzaine d'actionnaires criaient les uns sur les autres. Les téléphones vibraient sans cesse. Les avocats faisaient glisser de lourds dossiers sur la table, remplis de menaces de procès, de demandes de démission et d'avis de retrait financier. Léonard restait tranquillement en arrière, les mains croisées, observant la tempête qu'il avait lui-même déclenchée ravager la pièce. À l'aéroport, une annonce officielle grésilla à travers les haut-parleurs, hésitante et tremblante. « Attention, passagers, le vol 317 à destination de Boston est annulé. Le vol 220 pour Chicago est annulé. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Et ce n'était pas que quelques vols. Bientôt, chaque écran du terminal clignoterait en rouge. Annulé. Retardé. Annulé. Janice Monroe se tenait près d'une fenêtre, serrant son sac à main, et regardait le tableau des départs sombrer dans le chaos. Elle jeta un coup d'œil à Grant Peters, toujours rivé à son téléphone, le visage pâle sous les lumières fluorescentes. « Il s'effondre, » murmura Janice. « Toute cette compagnie, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. » À la porte 42, Belle restait debout près de la fenêtre, son reflet calme lui renvoyant son regard. Elle ne sourit pas, elle ne se vanta pas. Elle attendit simplement, sachant que le pire restait encore à venir. La suite exécutive devenait de plus en plus froide à chaque minute. À chaque nouvelle notification surgissant sur un appareil, les visages des dirigeants se tendaient un peu plus. Ce n'était plus juste une mauvaise publicité. Ce n'était même plus un simple scandale. C'était un effondrement total, en marche. Et aucune excuse, aucun bon de voyage, aucun communiqué soigneusement formulé ne pouvait l'arrêter. Russell Danton se frotta le front avec des mains tremblantes, ayant pris 10 ans en l'espace d'une matinée. Monica Reyes continuait de tapoter nerveusement sur sa tablette, faisant défiler l'avalanche de nouvelles de plus en plus catastrophiques. Camilla Rhodes se tenait près de la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine, le regard perdu à l'extérieur, là où les avions roulaient lentement sur la piste, inconscient du désastre qui se déroulait à l'intérieur. Gareth Moore s'approcha de la porte, mais s'arrêta net quand elle s'ouvrit brusquement. Cette fois, ce n'était pas un assistant. C'était un homme, un badge accroché à sa ceinture. Marqué en lettres grasses, enquêteur fédéral de l'aviation. Son nom était Martin Blake, et son arrivée fit instantanément rétrécir la pièce. Martin ne perdit pas de temps. Il sortit une lettre d'un mince dossier en cuir et la tendit directement à Russell sans dire un mot. Russell la parcourut, ses mains tremblantes. C'était un avis officiel d'enquête fédérale, suspension immédiate de certaines licences d'exploitation, demande d'accès complet aux dossiers du personnel, aux communications internes, aux fichiers de plainte des passagers et aux documents d'embauche. Tout refus de coopération entraînerait l'immobilisation immédiate de tous les avions portant la marque de la compagnie aérienne. Russell recula en trébuchant et tomba sur une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Monica poussa un cri étouffé. Camilla ferma les yeux pendant un long moment, sentant le poids du document s'enfoncer profondément dans sa poitrine. Martin Blake regarda autour de la pièce, son expression froide et professionnelle. « Vous pouvez soit commencer à coopérer maintenant, soit vous préparer à voir toute votre flotte clouée au sol d'ici les prochaines 24 heures, dit-il. Sa voix était calme, mais l'avertissement qu'elle contenait était tranchant comme du verre brisé. Belle resta immobile, assise, ses doigts effleurant distraitement les coutures de son sac à dos. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Les murs de la compagnie aérienne étaient déjà en train de se fissurer et personne à l'intérieur ne pouvait empêcher l'effondrement. Pendant ce temps, dans tout l'aéroport, les passagers commencèrent à remarquer le changement. Les files d'attente au comptoir du service client s'allongeaient. Des voix en colère résonnaient sous les hauts plafonds. Des parents tentaient de calmer des enfants en pleurs tandis que les écrans viraient au rouge, annulant un vol après l'autre. Les employés murmuraient entre eux, paniqués. Les rumeurs circulaient, la compagnie allait fermer. Les autorités étaient impliquées. Toute la compagnie pourrait s'effondrer avant la fin de la journée. Dans le salon de première classe, Grant Peters faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone serré dans sa main. Il était en attente avec un agent de voyage d'entreprise qui n'avait que des excuses à lui offrir, mais aucune réponse. De l'autre côté de la pièce, Janice Monroe parlait discrètement à un groupe de passagers pour organiser la location de bus ou trouver des vols alternatifs. La peur s'installait,
Une peur plus grande que celle de rater une correspondance ou de voir ses vacances retardées. C'était la peur d'être abandonné par une entreprise qui leur avait promis confiance et service, mais qui était désormais en train de se dissoudre en fumée. Dans la suite exécutive, Russell retrouva enfin sa voix. On peut arranger ça, balbutia-t-il. Il suffit de publier un communiqué. Suspension immédiate de l'employé concerné. Engagement pour des formations sur la diversité. Collaboration avec des groupes de défense. Martin Blake leva la main, le faisant taire d'un simple geste. Vous ne comprenez pas, dit-il d'un ton plat. Il est trop tard. L'enquête ne concerne pas un seul employé. C'est votre culture d'entreprise qui est en cause, celle que vous avez construite, protégée et sous laquelle vous avez enterré les plaintes. Ce n'est pas une pomme pourrie. C'est tout un verger en ruine. La bouche de Russell s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Gareth Moore s'assit lourdement à côté de lui, couvrant son visage de ses mains. Monica Reyes regarda la porte, l'envie de fuir visible sur son visage, mais elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Camilla Rhodes resta près de la fenêtre, les épaules affaissées, son reflet se confondant avec les nuages gris qui s'accumulaient dehors. Et Belle. Belle resta assise calmement au milieu de tout cela, immobile, observant l'empire qui avait essayé de l'humilier se déchirer de l'intérieur. À l'autre bout de la ville, Leonard Walsh passa un dernier appel. Il fut bref, quelques mots seulement. Liquider les dernières actions. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le message était clair, la compagnie aérienne n'allait pas survivre à la nuit. Et tout avait commencé avec un cri, une larme, un appel discret passé par une fille en hoodie qui avait refusé d'être humiliée une fois de plus. Le premier mur était tombé, mais l'effondrement réel n'avait même pas encore commencé. Il arrivait, plus vite que quiconque ne pouvait l'imaginer, et quand il frapperait, il n'y aurait aucun moyen de reconstruire ce qui avait été perdu. Pas pour eux, jamais. Alors que l'après-midi glissait vers le début de soirée, l'ambiance à l'intérieur de l'aéroport passa de la confusion à la colère. Les passagers s'entassaient au comptoir de service, leur voix montant en intensité à chaque question restée sans réponse. Le personnel de la compagnie aérienne luttait pour garder le contrôle, mais il était clair qu'ils perdaient la bataille. Certains employés retirèrent simplement leur badge et disparurent dans la foule, ne voulant plus faire partie du désastre qu'ils ne pouvaient plus cacher. Les écrans de départ, autrefois remplis de lignes colorées de vol et de destination, semblaient désormais malades, affichant rangée après rangée de vols annulés en clignotant rouge. Des terminaux entiers étaient en train de fermer. Les portes d'embarquement étaient abandonnées, les détecteurs de métaux silencieux, les tapis roulants immobiles. Une entreprise autrefois fière et imposante s'effondrait en temps réel, et les témoins étaient des milliers de voyageurs bloqués, téléphone à la main, filmant chaque instant point dans la suite exécutive. La tension devenait de plus en plus lourde à chaque seconde. Russell Danton s'affaissait dans son fauteuil, fixant sans expression l'avis fédéral posé sur ses genoux. Monica Reyes faisait les 100 pas près du mur, se rongeant l'ongle jusqu'à en saigner. Gareth Moore avait la tête enfouie entre ses mains, tandis que Camilla Rhodes restait figée, assise sur l'accoudoir d'un fauteuil en cuir, le regard vide. Martin Blake, bras croisés, restait près de la porte, son insigne brillant sous les lumières fluorescentes. Il n'était pas là pour les sauver. Il était là pour documenter leur chute. Soudain, un autre assistant surgit, le visage blême et essoufflé. Il tendit une feuille imprimée à Martin, qui la parcourut rapidement avant de la remettre à Russell sans un mot. Les doigts de Russell tremblaient en lisant. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme s'il tentait de donner un sens aux mots. Quand il eut terminé, la feuille tomba de ses mains et se posa doucement sur la moquette. C'était un avis formel du département des transports. Avec effet immédiat, les certificats d'exploitation de la compagnie aérienne étaient suspendus en attente d'enquête. Tous les avions devaient regagner leur base. Tous les vols étaient annulés. Ils n'avaient même pas atteint la fin de la journée de travail. Dans l'aéroport, des annonces étouffées résonnaient dans les haut-parleurs. Attention passagers, avec effet immédiat, tous les vols de Crestlin Airways sont suspendus. Veuillez vous rendre au guichet de service pour plus d'informations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Ce n'était pas qu'une gêne. C'était un arrêt de mort. Grant Peters entendit l'annonce alors qu'il était en ligne avec son agent de voyage. Il laissa tomber son téléphone, regardant fixement le panneau d'affichage où les vols s'éteignaient un à un. Autour de lui, des passagers hurlaient de colère, certains exigeant des remboursements, d'autres des explications.
Des enfants pleuraient. Des personnes âgées s'effondraient, épuisées et abattues. Janice Monroe attrapa la manche d'un employé d'aéroport en passant. Que se passe-t-il? Que devons-nous faire? L'employé secoua tristement la tête. Je suis désolé, madame. Ils ferment tout. La compagnie est finie. Dans la suite exécutive, les derniers morceaux du puzzle s'effondraient. Monica s'effondra sur une chaise, le visage caché dans ses mains. Garrett restait assis en silence, fixant le sol. Russell se leva enfin, ses genoux craquant sous l'effort, et s'approcha de Belle, qui restait étrangement calme au milieu du chaos. Sa voix tremblait. « Mademoiselle Jenkins, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour arranger cela ?» Belle leva les yeux. Sa voix était douce, mais résonna comme un coup de tonnerre. « Vous auriez pu arranger les choses il y a longtemps. Mais vous ne vouliez pas. Vous ne croyiez pas que cela comptait, jusqu'à aujourd'hui. » Russell recula sous l'impact, mais il savait qu'elle avait raison. Tous les rapports ignorés, toutes les plaintes de passagers étouffés, tous les avertissements du personnel méprisé. Tout leur revenait en pleine figure. Et plus aucun argent, plus aucune promesse ne pourrait les sauver maintenant. Belle se leva lentement, ajustant son sac à dos sur son épaule. Camilla bougea instinctivement pour l'aider, mais Belle secoua doucement la tête. Elle n'avait pas besoin d'aide. Elle n'en avait jamais eu besoin. Ce qu'elle avait toujours voulu, c'était le respect et il était arrivé trop tard. En marchant vers la porte, Martin Blake s'écarta pour lui laisser le passage. Chaque exécutif, chaque employé, chaque assistant la regarda passer. Non pas parce qu'elle avait crié ou frappé du poing, mais parce qu'elle était restée calme quand le monde autour d'elle s'effondrait. Belle s'arrêta à la porte, se retourna et lança une dernière phrase, gravée à jamais dans leur mémoire. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez feindre quand vous avez peur. C'est quelque chose que vous prouvez quand vous pensez que personne ne regarde. Puis elle quitta la pièce, laissant derrière elle les ruines d'un empire. La compagnie aérienne, autrefois symbole de fierté et de luxe, n'était plus qu'une leçon amère. Et Belle Jenkins, celle qu'on avait méprisée, qu'on avait traitée d'outsider, avait montré exactement où était sa vraie place, debout, pendant que tombait. Le long couloir menant hors de la suite exécutive semblait étrangement vide. Personne ne courut pour l'arrêter. Personne ne tenta de la supplier. Personne ne tenta de sauver les apparences. Le bâtiment s'était écroulé, et chacun essayait désormais de sauver sa peau. Belle passa devant des rangées de photos encadrées, des souvenirs d'un passé glorieux, employés souriants serrant la main de politiciens, avions brillants sous le soleil, trophées d'excellence. Mais tout cela semblait désormais creux, comme un musée hanté par des promesses non tenues. Dehors, dans le terminal, le chaos régnait. Les passagers, désormais furieux, hurlaient contre le personnel. Les places sur les autres compagnies se faisaient rares et les prix explosaient en quelques minutes. La police aéroportuaire tentait de calmer les situations avant qu'elles ne dégénèrent. Des voyageurs pleuraient ouvertement, des couples âgés, des parents désespérés, des cadres furieux. Belle continuait d'avancer, discrète comme une ombre. Elle entendait des bribes de conversation. Ils disent que la compagnie va être poursuivie. Tout est fini. Mon frère a dû atterrir en urgence. Ça va faire la une ce soir. Elle savait que la véritable tempête ne se trouvait pas ici, mais dans les salles d'audience, les bureaux, les conférences téléphoniques qui sonnaient déjà comme des sirènes à travers le pays. À la sortie de l'aéroport, là où les passagers faisaient habituellement la queue pour les taxis, des camions de journalistes encombraient désormais la voie. Des caméras flambaient, des reporters hurlaient dans leurs micros. Un jeune reporter aperçut Belle reconnaissant son visage, déjà viral sur les réseaux sociaux. Elle se précipita vers elle, microphone à la main. « Mademoiselle Jenkins, que s'est-il vraiment passé? Que ressentez-vous au centre de tout cela ?» Belle s'arrêta, se retourna lentement, plissant les yeux sous les projecteurs. Elle ne recula pas. Elle ne s'enfuit pas. « Je ne suis au centre de rien, » répondit Belle calmement. « La vérité est ce qui compte. Et la vérité a toujours été là. Les gens refusaient juste de la voir. » La journaliste voulut poser d'autres questions, mais Belle s'était déjà éloignée, marchant vers le trottoir où attendaient des voitures privées. Un SUV noir brillant s'arrêta devant elle. Un homme en costume sombre en sortit. Son nom était Victor Haye,
le conseiller personnel d'Elelané Jenkins, la grand-mère de Belle. Il hocha la tête avec respect. Sans un mot, Belle monta à l'arrière. Victor referma doucement la portière, puis prit place à l'avant. Le SUV s'éloigna en douceur, laissant derrière lui le chaos, les caméras et les cris. À l'intérieur du véhicule, tout était redevenu calme. Victor jeta un regard à Belle dans le rétroviseur et dit simplement « Elle est fière de toi ». Belle appuya sa tête contre le siège, fermant les yeux, relâchant un souffle long et lourd qu'elle ne savait même pas retenir. Elle ne se sentait pas fière. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait fatiguée. Fatiguée de devoir livrer des batailles qui n'auraient jamais dû exister. Fatiguée de devoir sans cesse prouver sa valeur à ceux qui jugeaient l'apparence avant le caractère. Mais elle ressentait aussi autre chose, la liberté. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'on avait réduits au silence, ignorés, rendus invisibles. Les murs avaient craqué. Les mensonges avaient été exposés. Et l'empire qui se croyait intouchable s'était effondré. Parce qu'une fille avait refusé de baisser la tête. Airways cesse ses activités au milieu d'un scandale. Les enquêteurs fédéraux confirment une dissimulation généralisée de discrimination. Les principaux actionnaires intentent des procès contre les dirigeants de Crestline. Dans les salles de réunion et les bureaux gouvernementaux, les puissants s'empressaient d'effacer toute connexion, publiant des déclarations de regret. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Et pendant ce temps, quelque part, bien au-dessus de tout cela, une tempête silencieuse nommée Belle Jenkins avançait. Non pas parce qu'on lui avait donné du pouvoir, mais parce qu'elle avait revendiqué la dignité qui lui avait toujours appartenu. Les lumières de la ville défilaient, floues, derrière les vitres du SUV lancé à toute vitesse sur l'autoroute. Les bâtiments de la compagnie aérienne, autrefois fiers et imposants, se dressaient désormais comme des coquilles vides dans la nuit, leurs lumières vacillantes incertaines dans l'obscurité grandissante. Le monde n'oublierait pas ce qui s'était passé ici. Belle n'en avait pas besoin. La vérité avait déjà été révélée, et rien ne pourrait jamais l'enterrer à nouveau. Le SUV traversait la ville sans s'arrêter, serpentant entre les carrefours animés et les panneaux publicitaires lumineux qui affichaient désormais des gros titres d'actualité de dernière minute. Partout où Belle regardait, l'effondrement de Crestline Airways était écrit en lettres grosses et impitoyables. À un coin de rue, un immense écran numérique diffusait en boucle des images granuleuses de l'incident à la porte 42. Un autre panneau affichait une simple déclaration froide. Opération de Crestline Airways suspendue indéfiniment. À l'intérieur de la voiture, Victor Hay conduisait avec des gestes sûrs, jetant de temps à autre un coup d'œil à Belle dans le rétroviseur, sans rien dire. Il n'y avait plus rien à dire. Les dégâts parlaient plus fort que n'importe quel mot. Ils passèrent devant le siège social de la compagnie, en bordure du centre-ville, une immense tour de verre qui avait autrefois symbolisé la fierté et le succès. À présent, elle se dressait comme un monument creux d'arrogance. Des journalistes et d'anciens employés en colère s'étaient massés devant l'entrée, brandissant des pancartes illuminées par les réverbères. Justice différée et justice niée. Nous savions que vous ignoriez. Belle restait silencieuse, observant tout cela. Elle repensa à ce moment à la porte 42, à Colin Brigg qui lui criait dessus devant des dizaines de témoins. Elle s'était sentie si petite, si vulnérable. Mais cette humiliation avait donné naissance à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle-même n'aurait jamais pu prévoir. Victor gara le SUV dans un parking souterrain sous un grand bâtiment silencieux. Il se gara près d'un ascenseur privé gardé par 2 agents de sécurité en costume sombre. Ils saluèrent Belle avec respect lorsqu'elle descendit. La montée en ascenseur fut silencieuse, coupant peu à peu le vacarme de la ville. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elles révélèrent un grand bureau chaleureux, bordé de bibliothèques et de photos encadrées. Derrière un lourd bureau en chêne, Elelané Jenkins se leva lentement, s'appuyant légèrement sur une élégante canne en bois sombre. Ses cheveux étaient argentés et courts, ses yeux vifs et clairs malgré les années. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire », dit Elelané d'une voix ferme et fière. Belle traversa la pièce sans hésiter. Eleanor ouvrit les bras et Belle s'y réfugia. Pendant un instant, le monde extérieur disparut. Après une longue étreinte silencieuse, Eleanor la mena jusqu'à 2 fauteuils en cuir près de la fenêtre, d'où l'on voyait la ville s'étendre dans un mélange de lumière et de son lointain. « Dis-moi ce que tu ressens, » dit doucement Eleanor. Belle regarda un moment par la fenêtre avant de répondre.
Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné, dit-elle. Ça ne ressemble pas à une victoire. Elelanard hocha lentement la tête, comprenant sans besoin de plus d'explication. Parce qu'il ne s'est jamais agi de gagner, dit-elle. Il s'agissait de tenir debout. Et tu es resté debout quand ça comptait le plus. Très peu y parviennent, quel que soit leur pouvoir. Belle s'adossa, épuisée d'une fatigue qu'aucun sommeil ne saurait réparer. Est-ce que cela aura un impact? Demanda-t-elle à voix basse. Ou est-ce qu'ils vont juste reconstruire et prétendre que rien ne s'est passé? Le regard d'Elelanard s'aiguisa. Ils essaieront peut-être. Les gens essaient toujours de cacher les fissures au lieu de démolir ce qui est pourri. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Tu les as forcés à sortir dans la lumière. Même si le nom s'efface, la vérité est là maintenant. Elle ira plus loin que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Belle baissa les yeux vers ses mains, marquées par de petites cicatrices, souvenirs d'années de lutte qu'elle n'avait pas choisies. À l'école, dans la rue, à chaque porte claquée au nez. Elle n'avait jamais voulu être un symbole. Elle avait juste voulu la justice, la possibilité d'entrer dans une pièce sans être traitée comme une erreur. Elelanard se pencha vers elle, sa voix devenant plus basse. Ce n'était jamais seulement à propos d'une compagnie aérienne. Tu as frappé quelque chose de plus profond. Chaque salle de réunion, chaque entreprise qui croyait que l'apparence comptait plus que le caractère ressent maintenant le tremblement. Belle écouta, laissant le poids des paroles d'Elelanard s'enfoncer en elle. C'était une lutte bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée, bien au-delà d'un simple procès ou d'un reportage. Tu as fait trembler la terre, déclara fermement Elelanard. Maintenant, qu'ils reconstruisent mieux, ou qu'ils tombent aussi. Dehors, la ville bourdonnait de nouvelles. À travers le pays, d'autres entreprises convoquaient des réunions d'urgence. Les figures publiques présentaient des excuses creuses. Les actionnaires exigeaient des audits. Les PDG murmuraient nerveusement à huis clos, se demandant si leur mur tiendrait, ou s'ils s'effondreraient à leur tour sous le poids de la vérité qui avait anéanti Crestlin Airways. Belle n'avait pas besoin d'être dans ces salles. Elle avait déjà fait sa part. Elle avait déjà laissé sa marque, non par des cris, non par la violence, mais par un courage silencieux et constant qui surpassait tout leur bruit. Alors que la nuit s'approfondissait et que les lumières de la ville se fondaient en de longs rubans dorés, Belle resta assise calmement près de la fenêtre. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle observa simplement, sachant que le monde qui l'attendait demain ne serait plus jamais le même. Ni pour elle, ni pour quiconque. Et profondément en elle, brûlait une petite flamme féroce, pas de la fierté, mais quelque chose d'encore plus fort. L'espoir. Un véritable espoir, sauvage et indompté. Né non de ce qui lui avait été donné, mais de ce qu'elle avait repris. Et du simple fait puissant que, lorsque cela comptait le plus, elle était restée debout. Les heures s'étiraient, mais le monde refusait de dormir. Crestlin Airways n'était plus seulement une entreprise en crise. Elle était devenue un symbole de tout ce qui avait été murmuré dans les salles de réunion, écrit dans de discrets éditoriaux, chuchoté dans les salles de pause des employés. Chaque grand média relayait l'histoire. Chaque réseau social bourdonnait de nouvelles fuites, de nouveaux témoignages, de nouvelles indignations. Des anciens employés prenaient la parole, certains anonymement, d'autres courageusement à visage découvert, racontant des histoires de discrimination, de mauvais traitements et de tentatives de faire taire la vérité. Un à un, les morceaux de l'image soigneusement construite de la compagnie s'effondraient. Les journalistes n'hésitaient plus à parler de « système enraciné », de longue date, profondément implanté. Personne ne défendait plus Crestlin, il n'y avait plus de défenseurs. Dans le bureau tranquille, Elelanard Jenkins restait aux côtés de Belle. Elle s'était installée dans un petit salon, loin du grand bureau, où d'épais rideaux étouffaient le bruit de la ville. Un plateau de nourriture intacte reposait entre elles, mais aucune n'avait faim. Victor y entra discrètement, une tablette à la main. Il la tendit à Elelanard, qui consulta les derniers rapports, le visage impassible. Après quelques minutes, elle la posa et se tourna vers Belle. « Il propose des compensations aux employés qui témoignent, » dit-elle d'une voix basse. « Ils essaient d'acheter le silence avant que les tribunaux ne l'ouvrent. » Belle n'était pas surprise. C'était ainsi que les entreprises tentaient de survivre. Argent, accords de confidentialité, promesses creuses jamais vraiment appliquées. Elelanard s'adossa, son regard perçant fixé sur Belle. « Tu as un choix maintenant, dit-elle.
Tu peux les laisser gérer cela devant les tribunaux. Laisser les enquêtes gouvernementales faire leur travail. Ou bien... Belle se tourna vers elle, devinant déjà où elle voulait en venir. Ou bien tu peux pousser encore plus loin, termina Eleanor. Le silence s'installa lourdement. Belle réfléchissait au poids de ce choix. Elle était fatiguée, plus fatiguée qu'elle ne l'avait jamais été. Son corps endolori, son esprit effiloché comme du papier mouillé. Une part d'elle voulait simplement tendre la main et tout confier aux avocats, aux journalistes, au système qui commençait enfin à se mettre en marche. Les laisser se battre pendant qu'elle disparaîtrait dans une vie normale. Mais une autre partie d'elle, plus profonde, plus farouche, savait mieux. Le système l'avait déjà trahi, avait trahi des gens comme elle des milliers de fois auparavant. Ce qui avait changé, ce n'était pas le système. C'était sa volonté de ne plus laisser faire. Elle se redressa lentement, les mains posées fermement sur ses genoux. « Je n'ai pas terminé », dit-elle d'une voix ferme. « Pas encore. » Eleanor sourit, un sourire rare et fier qui adoucit ses traits marqués. « Tant mieux. Parce qu'ils n'ont pas seulement peur des procès ou des amendes, Belle. Ils ont peur des voix de vérité qui continuent de parler, même quand on leur jette de l'argent pour les faire taire. » Victor s'avança à nouveau, posant un dossier épais sur la table basse devant eux. « Nous avons préparé ceci plus tôt, » dit-il. « C'est une déclaration publique, une qui ne sera pas enterrée sous des montagnes de paperasse légale ou manipulée par les spin doctors. Tu auras le contrôle total. Pas de modification. Pas de restriction. » Belle tendit la main et effleura le dossier sans encore l'ouvrir. Elle n'avait pas peur. Elle pensait, non pas à la vengeance, mais à l'impact. Aux milliers de personnes qu'elle ne connaissait pas mais qui avaient ressenti la même douleur qu'elle à la porte 42. À toutes ces batailles silencieuses livrées chaque jour dans les bureaux, les magasins, les écoles, les aéroports et les rues. Ce n'est pas seulement à propos de Crestlin, dit-elle doucement. C'est à propos de tous les endroits comme celui-ci qui pensent que s'ils construisent des murs assez hauts, personne n'entendra les gens qui frappent dehors. Eleanor acquiesça. Et ce soir, tu frappes un peu plus fort. Belle ouvrit enfin le dossier et parcourut la déclaration. Elle était simple, honnête. Pas de langage dramatique, pas de jeu de blâme. Juste la vérité. La vérité sur ce qui s'était passé. La vérité sur ce que cela signifiait. La vérité sur pourquoi cela ne pouvait plus être ignoré. Victor lui tendit un stylo. Elle signa au bas de la page sans hésitation. Au même moment, de l'autre côté de la ville, les studios de télévision se préparaient à diffuser une édition spéciale. Les équipes de relations publiques réécrivaient frénétiquement leurs discours, réalisant trop tard qu'aucun communiqué de Crestlin Airways ne pourrait rivaliser avec la puissance brute de la vérité venant de Belle Jenkins elle-même. À 23h58, la déclaration fut publiée en ligne via les grands médias, les groupes de défense des droits et le compte officiel nouvellement créé de Belle. Elle se propagea plus vite que tout ce que les dirigeants de Crestlin avaient pu imaginer. À minuit, Ipriel Jenkins était en tendance dans 37 pays. À 1h du matin, les présentateurs du monde entier lisaient des extraits de sa déclaration en direct. À 2h du matin, plusieurs grandes compagnies aériennes annonçaient des audits internes immédiats de leurs pratiques. Le monde ne dormit pas cette nuit-là. Il écouta. Et quelque part, bien au-dessus du chaos, assise tranquillement dans un fauteuil près d'une fenêtre sombre, Belle regardait les lumières lointaines de la ville vaciller sous le poids d'une chaîne qu'elle avait contribué à briser. Le combat n'était pas terminé. Peut-être ne le serait-il jamais. Mais cette nuit-là, le silence avait été brisé. Et pour l'instant, c'était suffisant. C'était assez. L'aube arriva lentement, portée par une lumière pâle et une ville qui n'avait pas vraiment dormi. Un bourdonnement discret flottait dans l'air, lourd du poids du changement. Les écrans de télévision dans les restaurants, les halls d'hôtels, les aéroports et les salons diffusaient en boucle la déclaration de Belle. Ces mots calmes perçaient à travers des années d'excuses corporatives que le public avait appris à ignorer. Mais cette fois, ils écoutaient. Dans les quartiers éloignés des grandes tours de verre, des familles s'asseyaient autour de la table de la cuisine pour lire les articles à haute voix, laissant leur café refroidir. Des travailleurs aux arrêts de bus faisaient défiler les nouvelles sur leur téléphone, hochant doucement la tête. Des étudiants partageaient des extraits dans leurs groupes de discussion. Des chauffeurs de taxi en discutaient entre deux courses. Ce n'était plus seulement l'histoire de Belle.
C'était devenu un miroir tendu à une société qui avait trop longtemps détourné les yeux. Belle, toujours assise près de la large fenêtre dans le bureau d'Eleanor, regardait le ciel passer du noir à un bleu sombre et meurtri. Elle n'avait pas dormi. Elle n'avait même pas essayé. Dormir semblait impossible quand l'air lui-même semblait vibrer avec la certitude que quelque chose d'irréversible s'était produit. De l'autre côté de la pièce, Eleanor dormait légèrement dans son fauteuil, une couverture sur les genoux. Victor Hay restait éveillé, silencieux près de la porte, vérifiant son téléphone de temps en temps, sans jamais interrompre la scène. Il comprenait le poids que Belle portait mieux que la plupart. Certaines batailles ne se menaient pas avec des points ou des slogans, mais par une endurance silencieuse. Et Belle portait maintenant plus que sa propre histoire. Le doux bourdonnement du téléphone de Victor rompit le calme. Il répondit rapidement, d'une voix basse. Après un court échange, il traversa la pièce vers Belle. « Ça commence, » dit-il simplement. Belle se leva lentement, son corps raide d'être restée trop longtemps assise. Elle rajusta la couverture sur Eleanor, puis fit un signe à Victor pour qu'il la guide. Ils prirent un ascenseur de service jusqu'au niveau du sous-sol, où une voiture privée les attendait. Victor ouvrit la porte et elle s'y engouffra sans un mot. Alors que la voiture roulait dans les rues calmes, Belle appuya son front contre la vitre froide, observant la ville s'éveiller. Ce n'était pas le tumulte habituel. C'était plus lent, plus précautionneux, comme si la ville elle-même savait qu'elle entrait dans un jour différent. Ils se dirigèrent vers un petit bâtiment coincé entre deux gratte-ciel. Il n'était pas Tapax en Graveleuil, juste une structure en briques avec une plaque de laiton, bureau de la responsabilité publique. Victor accompagna Belle dans les couloirs bordés de simples portraits de gens ordinaires, des enseignants, des ouvriers, des infirmières, des chauffeurs de bus. Des gens qui avaient fait une différence, non pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'ils avaient refusé de se taire. Au bout du couloir, une salle pleine de journalistes, d'activistes et de leaders communautaires attendait. Ils se levèrent à son entrée, non pas avec des applaudissements, mais avec un respect silencieux et profond qui serra la poitrine de Belle. Pas de grande scène, pas de tour de microphone, pas de bannière clignotante. Juste un simple podium en bois, avec un micro noir et une seule feuille de papier. Belle n'avait pas besoin de la lire. Elle avança lentement, son cœur battant avec certitude, non avec peur. Quand elle parla, sa voix était basse mais claire. « Je n'ai pas demandé que cela arrive », commença-t-elle. « Je ne me suis pas réveillé un matin en voulant faire tomber une entreprise. Je voulais juste être traité avec respect. » La salle se pencha, suspendue à ces mots. Mais quand j'ai été humilié, rejeté, traité comme si je n'existais pas, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement moi. C'est arrivé partout, tout le temps, à des gens dont on n'entend jamais l'histoire. À ceux que l'on blesse par un regard, un mot, 1000 petites coupures, en leur faisant comprendre qu'ils valent moins, qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne méritent pas leur place. Elle fit une pause, laissant le silence peser. Je n'ai pas détruit Crestlin Airways. Ce sont leurs choix, leur culture, qui l'ont fait. Moi, je n'ai fait que refuser de me taire. Et je continuerai de parler. Ici et ailleurs. Des murmures d'assentiment traversèrent la salle. Certains essuyaient des larmes, d'autres hochaient la tête avec une détermination calme. Belle baissa les yeux un instant pour rassembler ses pensées, puis leva de nouveau le regard. Ce n'est pas seulement à propos d'une compagnie aérienne. C'est à propos de la facilité avec laquelle on détourne les yeux quand ce n'est pas notre problème. Du danger qu'il y a à choisir le silence plutôt que la justice. Elle recula du podium. Elle ne resta pas pour attendre des applaudissements. Elle n'en avait pas besoin. Sa vérité tenait debout toute seule, solide et inébranlable. À son départ, les gens se levèrent, non dans une excitation bruyante, mais dans une ovation debout, silencieuse, puissante. Ici, le monde semblait moins compliqué. Pas de camions de journalistes bloquant les trottoirs. Pas de dirigeants exécutifs courant pour sauver leur peau. Juste des gens normaux, vivant leur vie, inconscients qu'une fissure s'était formée quelque part et finirait par les atteindre eux aussi. Victor a y gardé les yeux sur la route, respectant le silence de Belle. Elle avait besoin de temps. Et il était assez sage pour savoir que la guérison ne vient pas avec des discours forcés ou de longues conversations. Parfois, elle se produit sur de longs trajets, dans la lente traversée des quartiers, dans le simple fait de respirer plus facilement qu'hier. Belle appuya sa tête contre la vitre froide. Son esprit vagabondait,
repassant par fragments les événements des dernières 24 heures. Le cri aigu de Colin Brigg. Le regard froid des étrangers. Le lourd silence avant son appel discret. Puis le raz-de-marée qui suivit. Les cadres affolés. Les documents divulgués. L'effondrement d'un empire bâti sur les apparences plutôt que sur la vérité. Une petite partie d'elle avait encore du mal à y croire, qu'une seule voix puisse déclencher autant. Qu'un simple refus de céder puisse ébranler les fondations d'un géant. Alors qu'il roulait, Victor tourna sur un chemin de gravier étroit serpentant à travers un bosquet d'arbres. Au bout du chemin se dressait une ferme modeste, sa peinture blanche écaillée par des années de soleil et de pluie, ses fenêtres brillant d'une lumière chaleureuse sous la lumière grise du matin. De la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée, et un fauteuil à bascule grinçait doucement sur le porche. C'était la maison privée d'Eleanor, l'endroit où elle s'était retirée après des années de salle de conseil et de guerre d'affaires. Ici, le monde avançait plus lentement, mesuré non pas en cours des actions, mais au rythme des saisons, des récoltes et de la vie simple. Victor gara la voiture et descendit le premier, ouvrant la portière de Belle. Elle posa le pied sur le gravier, sentant le crissement sous ses baskets. L'odeur de la terre humide et de la fumée de bois emplit l'air, l'ancrant d'une manière qu'aucune autre ne pouvait. Eleanor les attendait déjà sur le porche, enveloppée dans un épais châle tricoté, sa canne reposant légèrement contre sa chaise. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, qui atteignait ses yeux vifs et clairs. Belle monta les marches et s'installa dans la chaise vide à côté d'elle. Pendant quelques minutes, elles ne parlèrent pas. Elles restèrent simplement là, regardant la brise agiter les hautes herbes et les premiers rayons de véritable soleil s'étendre sur les champs. Finalement, Eleanor rompit le silence. « Tu sais que ça ne s'arrête pas ici, » dit-elle doucement. Belle hocha la tête. Elle le savait. « Il y en aura d'autres, » poursuivit Eleanor. « D'autres entreprises, d'autres gardiens de porte, d'autres refus sans explication. Ce combat ne se termine pas parce qu'une entreprise est tombée. » Belle se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je sais, » répondit-elle. « Mais il faut bien que cela commence quelque part. » Eleanor sourit de nouveau, cette fois avec quelque chose de plus profond, de la fierté, peut-être, ou l'espoir, ou encore la sagesse durement acquise par quelqu'un qui avait mené ses propres combats bien avant que quiconque ne connaisse son nom. « Ça a commencé, » dit Eleanor. « Ça a commencé avec toi. » Elles restèrent ensuite dans un silence confortable, écoutant les sons du matin, le chant des oiseaux, le bruissement léger des arbres, l'aboiement lointain d'un chien quelque part sur la route. Belle laissa cette paix l'envahir jusqu'aux os. Elle n'était pas assez naïve pour croire qu'elle avait changé le monde en une nuit. Les racines de l'injustice étaient profondes, entremêlées à des siècles d'excuses et d'indifférence. Mais elle avait prouvé quelque chose non seulement à Crest-Lanerwaise, mais aussi à elle-même. Elle avait prouvé que le silence n'était pas la seule option. Que se lever, même quand sa voix tremblait, même quand ses mains frémissaient, en valait la peine. Que la dignité n'était pas un cadeau que les autres pouvaient donner, mais quelque chose qu'on pouvait revendiquer et protéger soi-même. À l'intérieur de la maison, Victor fit du café, l'odeur riche flottant jusqu'au porche. Eleanor tapota doucement la main de Belle avant de se lever lentement avec sa canne et de rentrer à l'intérieur, laissant Belle seule avec ses pensées. Le champ s'étendait devant elle, vaste, ouvert, sans fin. Et pour la première fois depuis longtemps, Belle Jenkins ne se sentait plus face à une porte verrouillée. Elle se sentait au commencement d'un chemin. Un chemin construit non par permission ou invitation, mais par chaque pas qu'elle ferait en avant. Le combat continuerait. Les murs résisteraient. Mais les fissures étaient apparues. La rivière de la vérité les traversait déjà. Belle savait maintenant qu'elle n'était pas qu'une passagère attendant qu'une porte s'ouvre. Elle était la tempête qui s'annonçait, silencieuse, stable, imparable, et le monde ne pourrait plus jamais prétendre qu'elle n'était pas arrivée. La journée se réchauffait à mesure que le soleil montait, inondant les champs d'une lumière dorée et remplissant l'air d'odeur de terre fraîche. La vieille ferme craquait doucement sous la chaleur du soleil. Quelques oiseaux se posèrent paresseusement sur la rambarde du porche, comme s'ils faisaient eux aussi partie de ce moment. Belle resta assise dans la chaise berçante, ses doigts caressant le bois usé des accoudoirs, fixant le paysage infini devant elle. C'était paisible ici, mais ce n'était pas une paix née de la fuite. C'était la paix née d'avoir survécu à quelque chose qui avait tenté de la briser, et échoué. À l'intérieur, Eleanor et Victor bougeaient doucement, lui laissant l'espace d'absorber tout ce qui s'était passé.
Il savait mieux que quiconque que les batailles livrées dans le cœur mettaient plus de temps à guérir que celles livrées par les mots ou les coups. Belle repensa à ses débuts, à cette jeune fille qui se tenait à la porte 42, son sac à dos serré contre elle, le cœur battant la chamade sous le regard des étrangers pleins de jugement. Elle se souvenait de la chaleur de l'humiliation montant le long de son cou, de ses mains tremblantes, de l'envie écrasante de fuir et disparaître. Mais elle n'avait pas fui. Elle était restée. Elle avait passé cet appel qui avait tout changé, sans savoir où cela mènerait, seulement sachant qu'elle ne pouvait plus accepter d'être ignorée. Et maintenant, elle était là, assise au milieu des conséquences. Son téléphone vibra doucement dans sa poche, brisant le calme. Elle le sortit et le trouva inondé de messages, textos d'anciens camarades qu'elle n'avait pas vus depuis des mois, emails de journalistes demandant des interviews, notifications de groupes militants saluant son courage. Il y avait aussi des messages de haine, cachés parmi les fleurs comme des éclats de verre, accusations d'avoir détruit des emplois, de chercher l'attention, de ne pas comprendre la vraie vie. Belle les fit défiler sans se laisser atteindre. La vraie vie, elle la connaissait mieux que personne. Elle y avait toujours vécu, bien avant que les caméras n'arrivent. Un monde où certains appartenaient sans avoir besoin de se battre, et d'autres devaient lutter pour chaque mètre gagné. Elle éteignit son téléphone et le posa, face contre bois. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à quiconque. Finalement, Éléanore parla d'une voix basse et ferme. « Tu sais qu'ils vont écrire des histoires sur toi maintenant. Des discours mentionneront ton nom, peut-être même les livres d'histoire, s'ils s'y prennent bien. » Belle esquissa un sourire en regardant la vapeur s'élever de sa tasse. « Qu'ils écrivent, répondit-elle. Je sais ce qui s'est vraiment passé. » Et qu'est-ce que c'était? Demanda Éléanore, les yeux pétillants. Belle but une gorgée de café, savourant l'amertume chaude, puis répondit. Je me suis levée. Quand il était plus facile de rester assise. J'ai parlé quand il était plus sûr de me taire. Et je ne l'ai pas fait pour la gloire. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Éléanore hocha lentement la tête, la fierté brillant dans ses yeux fatigués. C'est tout ce qui compte vraiment, dit-elle. Elles restèrent ensemble longtemps après que le café eut refroidi, le soleil montant haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur les champs. La ferme derrière elle restait solide, usée par les années de tempête mais toujours debout, rappelle que la force n'est pas toujours bruyante ou violente. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle est juste la décision de rester debout quand tout essaie de vous faire tomber. À l'approche de l'après-midi, Belle se leva et marcha jusqu'au bord du porche, sentant la brise soulever doucement ses cheveux. Le champ s'étendait devant elle, infini et accueillant. Ici, pas de porte, pas de ligne, pas de voix hurlante pour lui dire de reculer. Elle descendit du porche et posa le pied sur l'herbe, le sol ferme sous ses pas. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus léger, plus libre, comme si le poids qu'elle avait porté si longtemps se détachait morceau par morceau. Le monde au-delà des champs restait brisé, en bien des aspects. Il y aurait d'autres combats, d'autres injustices, d'autres tentations de se taire. Mais Belle savait qu'elle ne se tairait plus. Pas maintenant. Pas jamais. Elle avait trouvé sa voie. Et plus encore, elle avait trouvé sa force. Une force née non pas de la colère, mais de la vérité. Une force qui n'avait pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Une force qui vivait en elle, inébranlable et certaine. Tandis qu'elle avançait dans le champ, le vent poussait doucement dans son dos, l'encourageant silencieusement à continuer. Et elle continuerait. Un pas, une voix, une prise de position à la fois. Parce que le changement n'arrive pas quand les géants choisissent d'être gentils. Il arrive quand des gens ordinaires comme elle refusent de reculer. Et Belle Jenkins avait fini de reculer. Elle marchait vers un futur qu'elle avait contribué à ouvrir. Avec le grand ciel vaste et sans limite déployé devant elle entièrement à elle. Merci d'avoir suivi l'histoire et un grand merci pour votre fidélité à notre chaîne.